Bien, je vous propose de démarrer si vous le voulez bien. Mes chers collègues, donc nous commençons aujourd'hui nos travaux de commission d'enquête par une audition destinée à croiser deux regards, juridiques et économiques, sur les questions donc, qui nous occupent. Alors nous avons sollicité M. Damien Brunet, substitut général adjoint au chef du département de lutte contre la criminalité organisée, cyber et environnementale du parquet de Paris. Soyez le bienvenu. Et M. Nicolas Jacquemet, professeur d'économie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, École d'économie de Paris. Soyez le bienvenu également. Vous avez travaillé tous deux, messieurs, sous des aspects différents sur des questions donc, qui nous intéressent. Monsieur Brunet, vous avez notamment dirigé en 2024 un ouvrage intitulé « Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée ». Le voici. Monsieur Jacquemet, vous avez mené des travaux d'économie comportementale afin d'analyser les causes de la fraude au prélèvement obligatoire et des comportements délinquants, travaux dont vous nous indiquez qu'ils murmurent à l'oreille des juristes. Je vous cite. Nous avons donc souhaité vous entendre tous deux afin de comprendre ce que sont les phénomènes de fraude du point de vue économique et juridique et surtout comment y remédier. Je vous indique, messieurs, que cette audition sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié. Et enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment, de dire toute la vérité et rien que la vérité. Alors on va commencer par M. Brunet. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je vous remercie. Monsieur Jacquemet, levez la main droite. Je le jure. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, vous pourriez donc commencer en quelques minutes par un propos liminaire. Une petite présentation, après laquelle donc, je passerai la parole à mes collègues, Madame la rapporteure en particulier, et les commissaires pour vous poser des questions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, c'est en ma qualité de directeur de l'ouvrage « Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée » que je comparais aujourd'hui devant vous. Rapidement, pour vous dire d'où je parle, j'exerce ma mission de magistrat depuis 18 ans. J'ai toujours eu une appétence pour la lutte contre la criminalité organisée de tout niveau, en zone rurale avec une envergure locale lorsque j'étais juge d'instruction à Évreux, en zone urbaine avec une envergure régionale lorsque j'étais en région parisienne au parquet de Bobigny, dans la section spécialisée sur la matière, et au parquet de la GIRS de Paris en première instance, et aujourd'hui en appel au parquet général GIRS Junalco. J'ai pris l'initiative de la direction de cet ouvrage parce qu'en réalité, cette matière n'a été couverte que par un ouvrage en 2012, qui n'avait pas été réédité depuis. Or, évidemment, l'évolution de la matière et des enjeux au cours des dernières années militait pour qu'une grosse mise à jour, disons-le ainsi, soit réalisée. Cet ouvrage, il a été réalisé avec des magistrats, avec des enquêteurs, policiers, gendarmes, douaniers, des avocats également et des universitaires pour présenter l'état de la menace. Parce que vous le verrez dans mon propos, je crois qu'il est intéressant de parler d'abord de l'état de la menace avant de parler des moyens. Or, je vais vous le présenter, culturellement et juridiquement, nous avons souvent pensé les moyens avant même de définir la menace. Je précise enfin que je ne m'exprime pas là en tant que membre du parquet général de Paris, je le suis évidemment, mais je n'engage pas la parole de Madame la procureure générale. J'exerce sous les réserves qui s'impose du fait de mon devoir de réserve, ma liberté d'expression telle que consacrée par le CSM. Je voudrais revenir d'abord sur ce que j'indiquais quant à la mise en œuvre d'un certain nombre de moyens pour lutter contre ce que volontairement, de manière obscure pour le moment, je nomme délinquance financière et criminalité organisée, puisque on comprend intuitivement, presque instinctivement, que ces deux matières sont liées.
en réalité, cette résonance qui aujourd'hui est reprise n'est pas si nouvelle que ça. Le législateur, depuis longtemps, a pris conscience de la particulière complexité de ces matières et donc de la nécessaire spécialisation des outils juridictionnels pour lutter contre. Dès 1975. En 1975, la loi du 6 août crée les juridictions régionales spécialisées, à l'époque, qu'on a communément appelées les pôles économiques et financiers, qui avaient à traiter des affaires économiques et financières d'une grande complexité. C'était la formule consacrée. La deuxième grande étape, elle est absolument majeure, elle emporte même, certains disent, une révolution copernicienne de la procédure pénale, c'est la loi Perben II du 9 mars 2004 qui porte création des juridictions interrégionales spécialisées, on en a 8 en France, et qui font inclure une section du parquet, des formations d'instruction, des formations de jugement dans les juridictions existantes, dans les tribunaux judiciaires, qu'on appelle aujourd'hui tribunaux judiciaires, à l'époque tribunaux de grande instance, spécialisés dans le traitement, encore une fois j'utilise volontairement cette appellation imprécise, de la délinquance financière et de la criminalité organisée. C'est la loi du 6 décembre 2013 qui a supprimé les pôles économiques et financiers qui coexistaient en réalité avec les GIRS jusqu'à cette date-là, mis à part le pôle de Bastia qui lui a été maintenu. Et donc désormais, les GIRS traitent de la criminalité organisée en matière économique et financière de grande complexité. Dès 2004, il y a une dichotomie qui est faite par le législateur entre, d'une part, la criminalité organisée financière et, d'autre part, la criminalité organisée non financière. Cette dichotomie, elle trouve son siège dans l'article 704 du Code de procédure pénale qui définit les infractions qui relèvent de ce qu'on va appeler la délinquance financière au cours de nos débats, et les articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du Code de procédure pénale qui, eux, listent des infractions qui relèvent de la criminalité organisée non financière. Et ces deux sièges sont absolument fondamentaux puisqu'ils déterminent les compétences des juridictions interrégionales spécialisées, l'une en matière économique et financière et l'autre en matière de criminalité organisée non financière. Je finis sur ce mouvement de spécialisation que notre code a eu à connaître, avec évidemment la loi du 6 décembre 2013 qui a porté création du parquet national financier. J'ai vu un écriteau qui m'a laissé comprendre que vous aviez eu de meilleures explications que les miennes sur ce point. Je m'arrête déjà là, j'en ai presque trop dit. Je finirai juste en disant que l'ouvrage législatif, si j'ose m'exprimer ainsi, a été parachevé avec les travaux parlementaires qui sont encore en cours, sur lesquels, étant membre de l'autorité judiciaire et attaché à la séparation des pouvoirs, je m'exprimerai peu, mais qui sont encore en cours. Au passage est venue la loi de 2019 du 23 mars, dite loi de programmation et de réforme pour la justice, dite LPJ, qui a porté création de la JUNALCO. Voilà un petit peu, la JUNALCO, étant chargée de traiter des mêmes affaires en matière économique et financière, donc article 704 du Code de procédure pénale, et en matière non financière, criminalité organisée, 706, 73, 73, 1, 74, relevant d'une très grande complexité. Et comme je vous le disais, en réalité, il aurait fallu que je commence par là. Que sont la délinquance financière et la criminalité organisée? En fait, je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y a pas vraiment de définition. Il y a ces listes qui sont données, donc il y a une désignation, mais il n'y a pas de définition, ni de la délinquance financière, ni de la criminalité organisée. Il y a, me semble-t-il, une définition qui peut être faite, qui n'est pas très précise, mais qui est à mon avis beaucoup plus éloquente, qui vous a été présentée par Emmanuel Blondes, qui a comparu devant votre commission il y a quelques jours et qui est l'auteur d'une contribution justement sur les données macroéconomiques de la criminalité organisée. Et je reprends en réalité cette définition finalement chiffrée, parce que je crois que c'est la plus parlante pour chacun d'entre nous. Parlons chiffre d'affaires annuel en France d'un certain nombre d'activités illicites.
Les infractions à la législation sur les armes représentent un chiffre d'affaires annuel de 890 000 euros. Le vol de marchandises, 2 570 000 euros. Les faux virements, les escroqueries aux faux virements, 287 millions d'euros. Les escroqueries à la carte bleue, 400, un peu plus de 400 millions d'euros. Le trafic de déchets, 1,3 milliard. Je glisse là au passage les dépenses pour la justice pénale telles que rapportées sur le site du ministère de l'économie et des finances qui se chiffre à 1,5 milliard. Et je poursuis avec le chiffre d'affaires de la contrebande de tabac chiffré à 2 milliards, celui de la traite des êtres humains à 3,2 milliards, des infractions à législation sur les stupéfiants à 3,5 milliards, la contrefaçon à 5,7 milliards et la fraude intracommunautaire à 6 milliards. Et voilà la raison pour laquelle je vous disais que je crois cette définition chiffrée finalement plus éloquente, même si je reconnais bien évidemment qu'elle est assez peu rigoureuse en tant que telle par rapport à ce que vous êtes en droit d'attendre d'un juriste, et je suis désolé de cette déception causée. Et puis peu rigoureuse aussi par rapport aux données chiffrées. Évidemment, ces chiffres-là sont des estimations. Vous vous doutez bien qu'on a rarement des commissaires aux comptes qui valident ces chiffres-là. Donc, comme je l'indiquais, en instaurant dès l'origine une distinction entre criminalité organisée financière et criminalité organisée non financière, le législateur a défini finalement une imperméabilité apparemment contredite. C'est l'objet même de vos travaux, l'un finançant l'autre. Et ce que je dois dire, c'est que on comprend assez facilement que la criminalité organisée n'a de sens que si elle génère du profit. Et partant, des infractions subséquentes de blanchiment notamment, particulièrement, je suppose qu'on en parlera. Et puis à l'inverse, l'organisation de la délinquance financière elle-même vient en soutien, en support de ces infractions et facilite la clandestinité, la prolifération de la criminalité organisée. En fait, cette assertion, c'est une vérité, mais c'est une vérité incomplète. C'est une vérité incomplète d'abord parce qu'il y a beaucoup d'infractions qui relèvent de la criminalité organisée uniquement parce qu'elles ne sont qu'accessoires d'autres activités de la criminalité organisée. L'exemple type, c'est le règlement de compte. Un homicide en bande organisée relève de la criminalité organisée. À quoi sert-il ? À soutenir une activité qui relève de la criminalité organisée, le trafic de produits stupéfiants. Et donc là, il y a, si vous voulez, un phénomène d'entraînement, d'interaction, d'interdépendance, sans qu'il soit fait recours à des infractions financières, pour parler vite. L'autre cas est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il y a des infractions qui relèvent de la délinquance financière, qui n'ont une visée que strictement financière, avec des modes opératoires qui leur sont propres. Exemple de la fraude fiscale, exemple des fraudes aux taxes intracommunautaires ou autres, et qui emportent tout un tas de montages frauduleux qu'on ne retrouve pas nécessairement en criminalité organisée non financière. Et donc finalement, ce constat, il amène à plusieurs conclusions. La première, c'est que la dichotomie juridique entre délinquance financière et criminalité organisée non financière, en fait, elle est fondée et elle justifie, elle explique qu'il y ait des outils juridiques et juridictionnels distincts. La deuxième, c'est que pour autant, cette dichotomie ne doit pas être dirimante, puisque on sait qu'il peut y avoir aussi une porosité entre les deux. Et finalement, la troisième, je pense, c'est que l'appréhension judiciaire des phénomènes délinquants et criminels qu'occupe votre commission doit à la fois, en fait, en fonction des problématiques, être spécialisée ou décloisonnée. Je rappellerai juste quelques éléments d'un point de vue strictement juridique qui me semble assez bien illustrer la complexité de l'appréhension des matières. C'est que il est constant que JIRS financière, JIRS non financière, Parquet national financier, Junalco
sont des entités qui traitent toutes de manière très spécialisée de phénomènes qui ont leur spécificité dans la préparation, dans la clandestinité, en fait, qui sont des phénomènes professionnels. C'est de la même manière qu'on voit les choses de manière économique, et que je pense que par la définition économique, on comprend peut-être mieux les choses. Il faut aussi reconnaître l'activité quasi entrepreneuriale avec un fonctionnement professionnel des répartitions de tâches, etc. Donc ça entraîne une spécialisation des acteurs de la délinquance financière ou de la criminalité organisée, et en miroir, en quelque sorte, ça doit entraîner une spécialisation des acteurs judiciaires. Et le montage d'un circuit de blanchiment strictement fiscal ou strictement financier n'est pas le même montage que le montage d'un trafic international de produits stupéfiants. Et je veux donner à ce titre une illustration juridique que je vous annonçais autour de l'infraction de blanchiment. L'infraction de blanchiment, vous savez, c'est incriminé par l'article 324-1 du Code pénal, et donc le blanchiment est le fait de faciliter la justification mensongère de l'origine d'un bien ou des revenus de l'auteur d'un crime, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Il y a également le concours à une opération de placement. La jurisprudence, en 2004, est venue renforcer cette infraction, en tout cas cet outil, puisque la jurisprudence reconnaît ce qu'on appelle l'auto-blanchiment, c'est contesté en doctrine, mais de fait, on peut être le blanchisseur de sa propre activité frauduleuse, que semblait écarter le texte, mais la Chambre criminelle, depuis le 14 janvier 2004, à de nombreuses reprises, l'a répété. Ça, du coup, c'est le blanchiment qu'on appelle de droit commun. Puis, le législateur a rédigé l'article 222-38 du Code pénal qui, lui, prévoit spécialement le blanchiment, donc c'est le même mécanisme sur lequel je ne reviens pas, d'une infraction à la législation sur les stupéfiants. Je vais un petit peu vite, mais enfin, transport, détention, acquisition, cession, importation. Bien. Donc c'est un texte spécial qui déroge au premier. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu un moment dans l'histoire législative, une compréhension distincte du blanchiment, selon qu'il était le blanchiment d'infractions financières ou qu'il était le blanchiment d'infractions relevant de la criminalité organisée, le trafic de produits stupéfiants étant l'exemple le plus topique, évidemment. Là où les choses se corsent, entre guillemets, un petit peu, c'est avec l'incrimination à l'article 324-1-1 par la loi de 2013, de ce qu'on a appelé la présomption de blanchiment. Et cette présomption de blanchiment, c'est-à-dire tout montage qui présente une complexité telle qu'on n'en comprend pas le sens et que l'auteur n'est pas en mesure d'expliquer, confine au blanchiment. Mon expression est un peu grossière, mais c'est le sens de ce texte. Et ce texte, il est au livre 3 du Code pénal, il est à la suite directe de l'article 324-1 du Code pénal, il est donc une variante de l'article 324-1 du Code pénal, et donc la présomption de blanchiment ne peut s'entendre que de montage strictement financier, et donc de la délinquance financière. Si bien que la présomption de blanchiment, aujourd'hui, je ne veux pas insulter les travaux parlementaires qui sont en cours, puisque la proposition de loi que votre Chambre a votée introduit un élargissement de ce texte, mais en droit positif, aujourd'hui, il n'est pas possible de reprocher une présomption de blanchiment d'une infraction liée à de la criminalité organisée, puisqu'on a bien deux cadres juridiques différents, avec un texte du blanchiment spécial qui déroge, comme dans tous nos principes du droit, au texte général, qui est le blanchiment de trafic de produits stupéfiants. Alors, il est vraisemblable que les choses changent, puisque votre Chambre a voté la possibilité d'une présomption de l'incrimination, d'une présomption de blanchiment d'infractions relevant de la criminalité organisée, en modifiant le texte de l'article 324-1
-1. Donc je ne vais pas plus avant, pour les raisons que je vous ai expliquées de principe quant à l'analyse de ce dispositif, mais je crois qu'il est assez symptomatique de l'appréhension un peu duel que nous avons de la délinquance organisée et de la délinquance financière, pardon, et de la criminalité organisée. Alors, puisque votre commission a pour but d'identifier ou d'évaluer les outils qui peuvent être mis en place, ou les pistes de réflexion qui permettraient d'améliorer les choses, je voudrais dire peut-être deux, trois petites choses rapidement. D'abord, je pense que tout n'est pas judiciaire ou, si vous me passez ce néologisme, judiciarisable. L'action particulièrement des douanes et les résultats significatifs en matière de lutte contre la fraude communautaire, en matière de lutte contre la fraude intracommunautaire, en matière de lutte contre les cryptoactifs frauduleux notamment, semble le démontrer. C'est-à-dire que déplacer le curseur et travailler justement sur des précurseurs d'infraction dans d'autres cadres, évidemment encadrés, présente une forme d'efficacité. De la même manière, lutter contre le trafic d'héroïne, c'est très difficile. Lutter contre les produits qui permettent la fabrication de l'héroïne, ça peut être plus simple. Alors évidemment, on n'a pas de grands laboratoires d'héroïne sur notre territoire. Néanmoins, vous comprenez la démarche consistant à se placer sur un contrôle d'une activité économique licite, qui est donc peut-être plus facile à mettre en œuvre. C'est pour ça que je cite particulièrement l'impact des douanes dans ce domaine. Eh bien, peut être plus facile à mettre en œuvre et peut rendre plus difficile la tâche clandestine ensuite de conversion de produits pourtant licites en produits illicites. Et puis ensuite, il y a un débat sur la définition de l'action judiciaire et j'en dis deux mots rapidement pour pas trop monopoliser la parole. Mais je crois que ça vous a déjà été dit dans cette commission, mais je veux le reprendre non plus avec les propos d'une économiste renommée, mais avec des propos d'un juriste pas renommé du tout, puisque c'est moi. Simplement, l'autorité judiciaire a du mal à penser en organisation et en personne. Alors, penser en personne lorsqu'on est l'autorité judiciaire, puis envisager des listes de personnes, ça renvoie à des périodes troubles de l'histoire moderne de notre pays et on comprend les préventions qui sont mises en œuvre. Néanmoins, une doctrine avait été mise en place au début du XIXe siècle qui consistait à dire, ça a été repris ensuite par le fondateur de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris, qu'il ne faut pas partir du crime pour aller au criminel, mais qu'il faut partir du criminel pour aller au crime. C'était le cœur même de la création des brigades du Tigre et du décret de Clémenceau de l'époque. Aujourd'hui, les choses sont un peu en train d'évoluer. Là encore, je cite sans trop m'attarder dessus, mais l'incrimination de la participation à une organisation criminelle destinée à la commission d'infractions de criminalité organisée semble aller dans ce sens-là. Or, il faut bien avoir présent à l'esprit que sous l'empire du code pénal, à compter du début du XXe siècle, l'infraction d'association de malfaiteurs a toujours imposé que l'association de malfaiteurs soit commise en vue de la commission d'une infraction, ce qui n'était pas le cas dans le texte originel, mais ça a été rapidement changé. Et donc, attendre que la commission de l'infraction apparaisse, eh bien évidemment, retarde la possibilité de l'action judiciaire, peut présenter des dangers quant au fait qu'on s'attaquerait à des personnes nommément pour de mauvaises raisons, mais enfin, il y a des encadrements législatifs et institutionnels qui nous préviennent de cela.
Et cette appréhension reviendrait justement à une appréhension un petit peu plus décloisonnée. C'est-à-dire qu'une autorité judiciaire qui décide de travailler sur une organisation, alors, ne s'interdit pas, là, de poursuivre une fraude sociale qui révélerait du travail illicite à très grande échelle, dont on découvrirait qu'il sert finalement au blanchiment d'une activité de produits stupéfiants, ou inversement, puisque très vite, et c'est là que se retrouve en fait la porosité entre ces deux mondes de criminalité organisée financière et criminalité organisée non financière. C'est sur ces activités grises, je sais que l'expression a déjà été retenue devant votre commission et je la reprends, où viennent se mélanger le licite et le licite, parce que l'infraction clandestine, économiquement, n'a aucun intérêt. Elle n'a d'intérêt qu'à partir du moment où on est arrivé à la rendre licite. La difficulté, c'est que certains montages sont extrêmement complexes. Je vous l'ai dit rapidement, ce sera dit, et ça a sûrement déjà été dit par d'autres intervenants, et relèvent d'une spécificité de faire. On connaît tel broker, on connaît tel agent de change, on connaît tel paradis fiscal et tel faiseur de société écran. C'est un mode opératoire qui est très typé délinquance financière, beaucoup moins criminalité organisée. Et donc, les acteurs s'adaptent comme cela. Et il y a cette zone de recouvrement entre délinquance et criminalité organisée qui, me semble-t-il, est peut-être plus simple, plus exactement moins difficile à appréhender lorsqu'on l'appréhende en pensant en organisation plutôt qu'en pensant en infraction, puisque les acteurs de ces infractions, eux, évidemment, en maîtrisent parfaitement le périmètre et donc organisent la clandestinité nécessaire qui va avec. Voilà ce que je voulais vous dire de manière un peu générale, en tout cas sur la façon dont je comprends la matière qui est la vôtre et je voulais brosser à grands traits l'organisation juridictionnelle en réponse. On pourra évidemment rentrer, si vous le souhaitez, dans des détails, dans des illustrations de type de dossier ou de mode opératoire. Mais je trouvais que, voilà, pour un propos liminaire, je crois que j'ai déjà été bien assez long. Merci, Monsieur Brunet. Je vous passe la parole, Monsieur Jacquemet. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de cette invitation à participer aux travaux de la Commission, auxquels ma contribution sera très complémentaire de celle de Damien Brunet, puisque, comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, mes travaux de recherche se situent dans un domaine que l'on appelle communément l'économie comportementale, que j'ai appliqué notamment aux questions de fraude fiscale et de délinquance, mais exclusivement à ces deux questions. Et mes travaux, par conséquent, ne visent pas ni à éclairer, ni à mesurer les conséquences économiques de la fraude fiscale et de la délinquance, mais, comme leur nom l'indique, à mieux comprendre les déterminants des comportements de fraude et de délinquance, leurs ressorts individuels et sociaux, et partant, l'identification de leviers d'action qui permettent d'influencer ces comportements frauduleux et délictueux. S'agissant plus spécifiquement de la fraude en matière fiscale et sociale, il me paraît important de noter que la principale difficulté que ces pratiques posent à la politique économique tient aux limites qu'elles imposent au recours à la fiscalité comme outil de pilotage de la politique économique. Aussi élevées que soient les sommes qu'on a entendues et qui échappent à l'administration fiscale en raison de la fraude fiscale, sociale ou même du travail dissimulé, ces fraudes resteraient en effet un problème assez superficiel si elles se traduisaient uniquement par une diminution des recettes de l'État. Le cas échéant, il suffirait en effet de tenir compte de la fraude dans la détermination des taux de taxes pour suppléer à ses conséquences purement budgétaires et atteindre le volume de revenus escompté. Si la fraude fiscale et la délinquance financière deviennent des questions majeures de politique économique, c'est dès lors et dans toute la mesure où elles sont pratiquées de manière inégale par différentes catégories de population ou par différents secteurs d'activité. Dans ce cas, la fraude contrarie, par exemple, les objectifs redistributifs de la politique économique, si elle est inégalement pratiquée entre les contribuables qui ont des niveaux de revenus différents. Et elle contrarie les objectifs de réallocation entre les activités de production, si par exemple un secteur est fortement taxé afin de contenir son expansion, mais qu'il se prête plus facilement que d'autres à la fraude. Puisqu'il m'a été demandé d'insister plus particulièrement sur les recommandations qui découlent de ces travaux, il me semble que ces remarques liminaires
met en évidence d'une part l'importance d'éléments de diagnostic précis sur l'incidence de la fraude selon les caractéristiques individuelles ou sectorielles des différents agents de l'économie, et d'autre part, compte tenu de ces éléments de diagnostic, met en évidence l'importance du ciblage des outils de lutte contre la fraude et de la combinaison de différents outils qui peuvent se révéler complémentaires pour agir sur différents ressorts d'un même comportement de fraude ou de délinquance dans les différentes strates de l'économie. Sur un plan comportemental, l'application simple du calcul coût-bénéfice auquel est supposé se livrer le contribuable rationnel tend à reverser la charge de la preuve. Paradoxalement, les bénéfices de la fraude fiscale sont tellement élevés et le risque de sanction est tellement faible, ainsi que les sanctions encourues en cas de détection, que la fraude fiscale est en réalité étonnamment limitée dans l'ensemble des économies développées et devrait atteindre des montants encore plus élevés que ceux qui sont constatés. Plutôt que la fraude qui en constitue le pendant, c'est donc la disposition à payer l'impôt qu'il convient d'expliquer pour comprendre les déterminants des décisions des contribuables. Afin de comprendre les raisons de ce qu'on appelle parfois le mystère de la fraude fiscale, une première génération de travaux d'économie comportementale a introduit l'idée qu'il existait une morale fiscale, une disposition intrinsèque à s'acquitter de ses obligations fiscales, qui compenserait l'attractivité de la fraude par un bénéfice hédonique, psychologique, à s'acquitter de ses obligations fiscales. Pour en évaluer la portée, des travaux récents auxquels j'ai participé ont combiné des mesures individuelles des traits de la personnalité qui sont liés à l'adoption de comportements moraux d'après la psychologie de la moralité, et des mesures comportementales de fraude qui ont pu être observées grâce à une méthodologie qu'on appelle l'économie expérimentale et sur laquelle je pourrais revenir si vous avez des questions. Les résultats de cette étude montrent que même s'il existe des relations entre certains aspects de la personnalité et les comportements de fraude, aucune de ces relations ne permet de dresser un profil type du fraudeur fiscal. Lorsque l'ensemble des caractéristiques individuelles sont prises en compte, elles n'expliquent qu'une part infime de la variété des comportements de fraude. Si de tels résultats sont fort désobligeants pour la capacité de la puissance publique à identifier a priori les agents de l'économie les plus enclins à se livrer à des comportements frauduleux, ils sont cohérents avec ce que nous apprennent les travaux de psychologie sociale, consacrés à l'adoption des comportements moraux et qui tendent à remettre en cause, très nettement, la vision par trop répandue d'une division nette de la population entre des monstres indécrottables d'un côté et des saints inébranlables de l'autre. Un vaste ensemble de recherches en psychologie sociale montre en effet qu'une même personne peut, suivant le contexte, être amenée à prendre des décisions qui servent ou qui desservent le bien commun. Une expérience célèbre s'intéresse par exemple au comportement de l'utilisateur d'un objet que la plupart des personnes présentes connaîtront, même si certaines probablement n'en ont jamais vu, d'une cabine téléphonique, confronté lorsqu'il sort de cette cabine à un passant qui est complice de l'expérience et qui trébuche et répand devant lui les documents qu'il portait. L'attitude moralement appropriée dans cette situation est bien évidemment d'aider cette personne dans la nécessité à rassembler les documents qu'elle a éparpillés. Selon une approche purement comportementaliste de cette situation, la question qui se poserait est de savoir de quelle information il faudrait disposer pour pouvoir prédire l'attitude qu'adoptera cette personne. Est-il suffisant de connaître son âge, son sexe, sa profession, ou encore de disposer de mesures objectives de sa personnalité pour se faire une idée précise de sa moralité et donc de sa disposition à aider un inconnu dans le besoin? Afin de répondre à cette question, l'une des variations de l'expérience dont je décrivais le protocole consistait à déposer une simple pièce de monnaie dans la cabine téléphonique avant que la personne dont on étudie le comportement n'y entre. Le simple fait d'être exposé à cette bonne surprise augmente d'un facteur 20 la proportion de gens qui décident d'aider le passant malchanceux. Ce que montre cet exemple, c'est que cette approche situationniste de l'adoption de comportements moraux suggère que les propriétés de la situation comptent au moins autant que les caractéristiques de la personne qui s'y trouve confrontée, et que la moralité intrinsèque liée à la personnalité n'a que peu à voir avec l'adoption de comportements moraux, un phénomène qui a joliment été désigné, puisque vous aimez les expressions, comme étant un si fragile vernis d'humanité par le psychologue social Michel Terechenskou. Cet accent mis par la psychologie sociale de la moralité sur l'importance des éléments contextuels élargit de manière très significative la palette des outils d'intervention en matière de lutte contre la fraude. Un levier important de changement des comportements, et sur lequel j'ai plus particulièrement travaillé, tient notamment à la prise de décision elle-même, dans la mesure où les actes passés produisent un engagement qui se traduit par des comportements ultérieurs cohérents avec cette première action. L'une des techniques d'engagement à la fois les plus simples et les plus efficaces, qui est aussi l'une des plus transposables sur le terrain,
consiste à faire précéder l'étape de déclaration de revenus par la signature d'un code d'honneur ou d'une simple promesse à se comporter de manière honnête. Des travaux récents auxquels j'ai participé ont étudié très directement cette question, en mesurant l'effet sur les décisions de fraude d'un mécanisme d'engagement qui prend concrètement la forme d'un serment sur l'honneur à dire la vérité, très similaire à celui auquel nous avons été invités au début de cette séance. Nous avons pu observer qu'un tel serment conduit à une augmentation massive de l'ordre de 50% du montant d'impôt collecté, mais que cet effet est cependant concentré sur un sous-ensemble très particulier de contribuables. Ceux dont les décisions, en l'absence d'exposition à ce mécanisme d'engagement, se porteraient sur des choix intermédiaires qui ne correspondent ni à une préférence forte pour la fraude, ni à une préférence forte pour l'honnêteté. Les fraudeurs convaincus, qui dissimulent l'intégralité de leurs revenus, et les contribuables scrupuleux, qui en déclarent l'intégralité, sont quant à eux insensibles à de tels mécanismes d'engagement. Les outils non monétaires de la politique fiscale, fondés sur l'engagement, tirent ainsi leur efficacité de leur capacité à faire basculer vers les comportements socialement appropriés, ceux des agents de l'économie dont les écarts de comportement sont hasardeux plutôt que délibérément et consciemment choisis. Ces outils constituent un levier efficace dont la mise en place est peu coûteuse pour discipliner les fraudes commises par légèreté ou par négligence. Ces mêmes outils semblent en revanche peu efficaces sur les actes de fraude qui relèvent de décisions délibérées et mûrement choisies, contre lesquelles l'efficacité de dispositifs de sanction et de détection est au contraire avérée. En ce sens, les incitations non monétaires fondées sur l'engagement et les outils traditionnels de la politique fiscale sont complémentaires et ciblent des types de fraudes qui sont radicalement différents. Cette courte présentation ne fait évidemment pas justice aux implications de l'ensemble des travaux d'économie comportementale consacrés à ces questions, mais illustre, je l'espère, l'importance d'une compréhension fine de ces comportements pour élaborer des politiques publiques efficaces. Cela implique d'associer plus étroitement les services de l'État en charge de l'élaboration des politiques publiques aux travaux de recherche réalisés dans ce domaine. En comparaison des initiatives qui ont été prises dans de nombreux autres pays, l'essentiel de ce travail reste à faire en France, et on ne peut que souhaiter que de telles initiatives se développent à l'avenir, tout particulièrement sur des sujets comme celui qui nous occupe aujourd'hui, où les arbitrages à réaliser entre considérations morales et conditions financières sont particulièrement importants. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Jacquemet. Merci à tous les deux pour vos exposés extrêmement clairs. Peut-être tout de suite, Monsieur Jacquemet, je rebondis sur vos propos en vous posant une question très simple au regard de ce que vous indiquez sur l'engagement. Quel regard portez-vous sur ce qu'on appelle en anglais la compliance pour les acteurs économiques? Je pense qu'on n'a pas la même définition du terme, donc il va falloir que vous me donniez la vôtre. Donnez-moi d'abord la vôtre, parce que c'est la vôtre qui est peut-être plus importante que la mienne. Celle que j'utilise habituellement, c'est la traduction anglaise de la soumission fiscale. La soumission fiscale. Donc le contraire de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale. Qui n'est probablement pas la définition juridique ou opérationnelle. D'accord. Madame la rapporteure, peut-être? Oui, merci beaucoup. Je vais messieurs, pour vous exposer, je vais juste faire un petit commentaire. Pour travailler sur les questions de fraude et d'évasion fiscale depuis bien longtemps dans cette maison, je trouve que le travail qui a été fait est assez faible par rapport aux enjeux. Et ce qui se passe aujourd'hui avec cette commission d'enquête sur la délinquance financière et la criminalité organisée, dont vous nous avez dit, Monsieur Brunet, que la dichotomie était justifiée, en tous les cas au regard de la législation telle qu'elle est extrêmement importante. Alors, cette commission d'enquête succède évidemment aux travaux de la commission d'enquête sur les narcotrafics, qui en fait, n'a traité qu'un aspect du sujet, mais qui a réveillé les consciences de ce point de vue-là. Et donc, nous avons affaire à de nouveaux enjeux de criminalité pour lesquels il nous faut des nouveaux outils. Et c'est la raison pour laquelle il faut d'abord évaluer les outils juridiques, les outils techniques que nous avons aujourd'hui en France et évidemment en Europe, de façon à voir s'ils sont suffisants face à ces nouveaux enjeux de criminalité. C'est vraiment la raison de cette commission d'enquête. Et notamment des enjeux tels que les cryptoactifs, pour lesquels on doit légiférer avec une connaissance qui n'est pas toujours suffisante, et puis une créativité, évidemment, des délinquants, qui fait qu'ils ont toujours un temps d'avance sur le législateur.
Moi, je voulais vous parler des liens entre la fraude fiscale et la criminalité, et surtout des questions de lutte contre le blanchiment. Quelle est votre évaluation de nos outils de lutte aujourd'hui contre le blanchiment? C'est la question que je voulais vous poser. Je laisserai ensuite la parole à mes collègues de façon à les associer très directement et très rapidement à nos travaux. Merci. Alors, merci Madame la rapporteure. Effectivement, je dis que la dichotomie entre délinquance financière, moyen de lutte contre la délinquance financière, moyen de lutte contre la criminalité organisée est justifiée. Je dis aussi qu'elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète à double titre. Et j'ai omis un des titres qui me semble essentiel. Le premier titre, c'est celui que je vous ai dit, c'est qu'il existe des points de contact. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas. La réalité aujourd'hui, c'est qu'en matière de criminalité organisée, c'est parce qu'il y a seulement 3 ans, 4 ans, des enquêteurs gendarmes ont pu craquer une messagerie cryptée, ont pu déchiffrer une messagerie cryptée, qu'on a découvert un niveau de criminalité organisée qu'on ne voyait jusqu'alors que dans les romans policiers. La France n'a pas eu son Tommaso Buscetta, qui était le premier repenti italien et qui est venu expliquer comment la mafia fonctionnait. Les Italiens, nos homologues italiens, savaient que la mafia existait, ils comprenaient à peu près ses mécanismes de fonctionnement et ses contours, mais ils n'en connaissaient pas l'organisation. Ils ont eu quelqu'un de l'intérieur qui est venu tout leur expliquer. Nous, pour l'instant, on n'a pas eu ça. Et donc, lorsque je dis que la dichotomie est fondée, c'est parce que sur l'existant que nous traitons, on constate bien qu'il y a des modes opératoires très différents. Et donc, de ce point de vue-là, il est tout à fait recevable qu'il y ait des acteurs différents qui traitent des modes opératoires différents, avec des techniques d'enquête utilisées différemment. Mais il y a d'une part des points de contact et d'autre part probablement une zone que nous ne connaissons pas du tout. Encore une fois, ce qu'on a l'expression consacrée de criminalité organisée de haut du spectre, elle n'est apparue que lorsque les messageries EncroChat et Sky ICC ont été déchiffrées. Ça, c'est le premier point. Sur les mécanismes de lutte contre le blanchiment, on a fait des pas en avant, je dis législateurs et ensuite autorités judiciaires appliquant les mécanismes législatifs votés, qui sont énormes, beaucoup sous des influences conventionnelles, supranationales, mais de la création de Tracfin jusqu'à l'intégration et au vote de la loi Sapin 2, les pas qui ont été faits sont gigantesques. Il y a me semble-t-il, c'est pour ça que j'avais pris l'exemple des textes, pardon, j'avais fait un peu mon juriste, j'ai fait un peu de casuistique, mais c'est assez symptomatique, certes, d'avancées qui sur 20 ans ou sur 30 ans sont significatives, mais qui au cours de ces 10, 20, 30 années se sont faites par petites touches et par petits pas. On a visé le blanchiment, ensuite on a visé le blanchiment de trafic de produits stupéfiants, ensuite on vise la présomption de blanchiment, ensuite on vise peut-être bientôt la présomption de blanchiment d'infractions liées à la criminalité organisée. Donc on avance aussi à cette vitesse-là parce que on dit, je vous parlais de la présomption de blanchiment un petit peu rapidement pour vous dire c'est un mécanisme qui paraît bizarre. Oui, la conclusion quand même derrière, c'est que c'est à la personne de prouver. Et l'inversion de la charge de la preuve, c'est jamais bon dans une démocratie. C'est l'accusateur qui prouve, c'est pas celui qui se défend. Donc on comprend aussi que les avancées puissent se faire par petites touches parce que créer une présomption en droit pénal et mettre en place un mécanisme d'inversion de charge de la preuve, c'est potentiellement dangereux pour les libertés fondamentales. Donc on pourrait dire que dès 2000, il fallait viser un texte sur le blanchiment qui
en toute matière, spéciale ou non, inverse la charge de la preuve, et on se serait retrouvé quand même avec une possibilité de poursuite non maîtrisée ou un peu indifférenciée qui pouvait être discutable du point de vue des principes. Donc il y a des avancées qui se sont faites au fur et à mesure, et puis il y a ce que vous décriviez très bien, Madame la rapporteure, cette créativité délinquante ou criminelle qui fait que, par principe, toute digue judiciaire, législative mise en place est faite pour être contournée. C'est comme ça, c'est la nature même du criminel ou du délinquant. Et d'ailleurs, le criminel et le délinquant se définit par le fait qu'il ne respecte pas la loi qu'on a mise en place. Ce qui peut être plus surprenant, c'est quand des mécanismes finalement connus fonctionnent très bien, alors que on a créé un modèle législatif. Je parle là, par exemple, des dossiers qu'on a appelés taxe carbone, où on s'est dit, en fait, on avait, dans le dispositif lui-même, on avait oublié un maillon essentiel de la chaîne qui était la sécurisation du dispositif. Mais indépendamment de ce cas qui est topique et qui coûte cher à chacun de nos concitoyens, le mécanisme, il est, je pense, naturellement, et c'est peut-être plus prudent, progressif, pour ces raisons que je vous indiquais. Oui, je vais juste peut-être compléter ce que je voulais dire. C'est que les grandes avancées ont été faites à cause de la lutte qu'il fallait mener contre le financement du terrorisme. Le grand soir de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale n'est pas encore arrivé. Les dispositifs se chevauchent, mais les grandes avancées ont été faites parce qu'il fallait lutter contre le financement du terrorisme. Sinon, ce serait pas encore arrivé. Et on a des poches entières, que ce soit les ports francs au cœur de l'Europe, que ce soit les paradis fiscaux, que ce soit un certain nombre de dispositifs d'optimisation agressive qu'on connaît très bien et qui utilisent, puisque la criminalité organisée utilise les mêmes circuits que la délinquance financière. Donc, moi, je crois que c'est un sujet sur lequel on a tout à fait raison de se pencher. Il faut de toute façon penser la criminalité organisée comme une forme de parasitisme de ce qui existe et de ce qui est légal. Donc, partout où existera un dispositif susceptible d'être rémunérateur, il y aura un parasitisme de ce dispositif à des fins frauduleuses. Je me tourne vers nos collègues. Pas de questions. Peut-être... Ah, pardon, Grégory. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos exposés. Ma question s'adresse à Monsieur Brunet, mais encore, elle est ouverte. Moi, je ne suis pas juriste. Et j'essaye de comprendre de manière intelligible ce que vous nous expliquez. J'ai bien compris la séparation que vous évoquiez entre finalement crime organisé et entre guillemets opérateur du crime organisé, avec des liens et avec une distinction qui devait être davantage posée au fur et à mesure qu'on accédait à une forme de spécialisation des activités. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais entre guillemets, la mise en musique de cette sous-traitance aboutit à avoir des personnes, ou en tout cas des acteurs, quand je dis personne, ça peut être moral ou personne physique, qui se situent dans ce que vous avez appelé les zones grises. On est bien d'accord. Et que ces zones grises, ça renvoie à des échanges qu'on a pu avoir auparavant au sein de cette commission. Ce sont effectivement les personnes qui contribuent à passer de l'illicite au licite, notamment. Ma question est la suivante, parce que j'ai entendu beaucoup dans vos propos de description de votre regard était essentiellement descriptif sur ce que nous vivions et sur les points de blocage.
Ma question est sur ce volet, ces personnes qui sont à la jointure, à la jonction. J'ai pas bien saisi les propositions que vous pouviez faire, parce que à la fois dans l'organisation du parquet, dans l'organisation du monde judiciaire, dans la façon d'organiser les enquêtes, est-ce qu'il faut dissocier le travail sur le crime organisé de l'action ou de la réflexion sur ces intermédiaires? Est-ce qu'il faut qu'on aille vers une spécialisation plus forte? Parce que les intermédiaires ne travaillent finalement pas qu'avec le crime organisé ou avec un seul acteur du crime organisé. Ils peuvent travailler avec plusieurs acteurs du crime organisé en même temps qu'ils travaillent avec beaucoup d'acteurs du monde non criminel. Est-ce que ça nécessite à un moment donné d'avoir une séparation des choses, des enquêtes, mais peut-être aussi du droit? Je n'ai pas bien saisi si c'était ça, ou si au contraire, il fallait effectivement, j'allais dire, intégrer complètement l'agent corrompu dans la dynamique du crime organisé. Et si oui, si c'est ça, quelles en sont les conséquences d'un point de vue juridique? Voilà, j'ai besoin de plus de clarification sur ces 2 points. Je vous remercie. Alors, pardon, j'aurais dû être plus clair en effet. Alors, je disais que sur les filières spécialisées dans la délinquance financière, il y a aujourd'hui les GIRS financières, il y a le parquet national financier avec des services d'enquête spécialisés qui ne font que ça. Je dis que par ailleurs, en matière de criminalité organisée strictement crapuleuse, il y a des GIRS, criminalité organisée compétentes, qu'il y a des services d'enquête, des offices centraux, des services de police judiciaire spécialisés dedans. Cette zone grise, effectivement, qu'on qualifie ainsi, elle est à la rencontre de ces 2 mondes. Elle est difficile à appréhender. C'est la raison pour laquelle je disais, d'une part, qu'il ne faut pas toujours chercher une infraction. Alors, évidemment, à la fin de la fin, il faut avoir une infraction. Sinon, il n'y a pas de poursuite, bien sûr. Mais que l'un des vecteurs peut être de se positionner avant, c'est-à-dire dans une logique économique, régulatrice, et on va réguler une profession, par exemple, la profession des agents de change. Les agents de change n'ont pas de tout temps été soumis au mécanisme LCBFT. Ils n'ont pas de tout temps été soumis aux déclarations de soupçons. Puis quand on les a astreints à ces déclarations-là, il y a un certain nombre soit d'affaires qui sont apparues, parce qu'ils ont dû déclarer des soupçons qu'ils ne déclaraient pas précédemment, soit ensuite des nouveaux canaux qui ont été créés, pour les raisons qu'on expliquait sur le rapport du criminel à la loi, qui évidemment ne va pas aller vers celui qui fait la déclaration de soupçon. Donc ça, je pense que c'est un premier vecteur, et que du coup, il faut peut-être pas l'attendre de l'autorité judiciaire, parce que l'autorité judiciaire n'a pas de compétences pour réguler un marché économique ou une profession, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que effectivement, c'est ce que je disais lorsque il fallait penser les infractions non plus depuis l'infraction, mais depuis les personnes ou depuis les organisations. C'est-à-dire que si vous allez, en tant qu'autorité judiciaire, poursuivre un agent qui est susceptible de falsifier des comptes d'une entreprise pour permettre le blanchiment d'argent, ou de tronquer son activité pour ne pas se soumettre aux déclarations de soupçons, par exemple, vous rentrez tout de suite dans une technicité qui est assez importante, qui semblerait relever de ceux qui ont l'habitude de faire de la délinquance financière, alors que les services de cette personne que vous visez sont réalisés pour des trafiquants de produits stupéfiants, par exemple. Donc, vous avez une infraction qui est difficile à cerner au milieu d'une activité licite qui est un petit peu... l'activité illicite en tant que telle est noyée dans l'activité licite. Donc, le départ entre le licite et l'illicite est difficile à faire. Et c'est la raison pour laquelle je disais qu'il me semblait
peut-être plus efficace. Mais enfin, si j'avais la solution, je ne serais pas là, je ne serais peut-être pas assez fonction non plus. Il y a forcément des freins à tout ça, mais je pense qu'il serait plus simple de penser d'abord par organisation et donc par action de participation à une organisation criminelle. On sait par exemple en France aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'organisations criminelles patentées, il y en a qui se revendiquent même dans leur appellation de mafia. Et donc on peut travailler, on peut mener une enquête sur cette association de malfaiteurs et voir ceux qui y participent. Là alors, on ne traque pas immédiatement une infraction consommée, on traque une association de malfaiteurs qui fait révéler directement ce que l'on recherche en réalité. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir un petit peu l'attitude du mauvais élève qui regarde le corrigé de l'exercice avant de faire l'exercice. On sait que 3-4 individus se livrent à des infractions, donc menons l'enquête sur ces 3-4 individus. On a une vague idée des infractions, et puis en travaillant, en écoutant, en surveillant, en analysant, alors les infractions vont surgir et on pourra les retenir. Alors ça nécessite, pour le coup, me semble-t-il, une approche un petit peu décloisonnée. Ça nécessite que une juridiction qui est spécialisée dans la criminalité, dans la lutte contre la criminalité organisée, eh bien, ouvre une enquête sur encore une fois, sur une organisation de personnes qui, en première intention, ne se livrent pas forcément, on ne le sait pas, au trafic de produits stupéfiants ou au trafic d'armes ou à je ne sais quoi. C'est je pense, là qu'il y a une... Et cette façon d'opérer, pardon, je m'autocoupe, mais cette façon d'opérer, c'est une... renvoie en fait à une façon de travailler dans les juridictions. Là, il n'y a plus besoin d'acteurs en plus. Je ne parle pas d'un nouveau parquet, d'une nouvelle juridiction, de nouveaux acteurs. Et c'est pour ça que je renvoyais de manière un petit peu, non pas ironique, mais tout de même, au décret de Clémenceau. C'est-à-dire que cette idée, j'ai rien inventé, elle est quand même relativement ancienne. On voit ce que les acteurs font, et alors, parce qu'on est en mesure de le faire et parce qu'on doit le faire, on ne surveille pas les gens pour rien, on établit qu'ils ont commis des infractions. Alors on trouve ces infractions. Mais ces infractions peuvent être dans le portefeuille d'une même juridiction, dans le cadre d'une même affaire, à la fois des infractions et législations sur les stupéfiants, de la fraude sociale, de la fraude fiscale, du blanchiment, du travail illégal. Enfin, voilà. Vous savez qu'il y a une organisation dans telle ville qui terrorise tout le monde et qui manifestement a des revenus très élevés. L'enquête est menée sur cette organisation. Vous allez déterminer que l'un est trafiquant de produits stupéfiants, qu'il remet le produit de ses ventes de produits stupéfiants à l'autre qui est restaurateur, qui a une activité quasiment nulle, mais qui pour autant présente des comptes rutilants, alors qu'il embauche des travailleurs clandestins. Vous avez prouvé une infraction à la législation sur les êtres humains, une infraction à la législation sur les stupéfiants, une infraction de travail dissimulé, une infraction de blanchiment, alors que si vous aviez commencé par faire du blanchiment, vous seriez cantonné au blanchiment, et ainsi de suite. Si je peux me permettre une précision. Pardonnez-moi, je vous remercie d'avoir, comment dire, abondé, ou en tout cas mieux complété votre propos. Je voulais vous dire que j'ai bien compris cette idée-là, me semble-t-il, qui consiste à dire, en gros, il faut qu'on ait un travail ou une enquête plutôt dans une logique de projet que dans une logique sectorielle. Et si j'ai bien compris, vous appelez à la fois à décloisonner tout en étant en capacité de respécialiser. Je ne sais pas si c'est le bon mouvement, mais voilà. Ce que j'ai pas compris, pardonnez-moi, mais n'étant pas du monde judiciaire et encore moins un juriste, ou les deux étant, enfin voilà, ni juriste ni du monde judiciaire, j'ai pas bien compris, je n'ai pas bien saisi. Très concrètement, ça signifie quoi comme évolution? Parce que derrière cette idée, il y a forcément une concrétisation, une matérialisation
de cette doctrine que vous appelez de vos vœux? Bah, pour le changement de pratique, c'est du changement de pratique. Là, pour le coup, donc oui, mais très culturel. Voilà, parce que encore une fois, on réfléchit sur des. Je vous ai cité des juridictions entre guillemets stars parce que très en vue, parce que préserver de l'activité régulière des juridictions. Quand vous êtes dans une juridiction où il n'y a pas de spécialisation parce que les effectifs sont trop restreints, et c'est la majorité des juridictions, vous traitez de toutes les infractions. Donc, vous avez des vagues un petit peu submersives qui arrivent de piles de dossiers, de nature d'affaires, et il est difficile de sortir la tête de l'eau pour mettre en place cette spécialisation-là. Il y a ensuite, je le crois, un texte, je crois beaucoup, voilà, je me prononce un peu, contrairement à ce que j'avais dit, mais je crois beaucoup au texte de participation à une organisation criminelle, qui est un fondement législatif qui va aider justement d'une part à ce changement de culture et d'autre part à ces orientations de procédure, de penser en association de malfaiteurs, de penser en organisation criminelle. Encore une fois, le terme organisation criminelle, aujourd'hui, en droit positif, il n'existe pas dans le code de procédure pénale ni dans le code pénal. Il n'existe pas. Sauf peut-être par référence à quelques textes internationaux transposés, mais qui sont quasi incantatoires pour certains d'entre eux. Mais donc quand on parle de, quand je vous dis que culturellement il y a un effort qui est important à faire, c'est qu'on a 2 siècles de code pénal et de code de procédure pénale qui n'en parlent pas. Voilà. Donc le changement du point de vue du législateur, pour le coup, il est sur ce type d'infraction-là. En matière terroriste, on a vu apparaître l'entreprise individuelle en lien avec une activité terroriste. Alors une entreprise individuelle en lien avec une activité de criminalité organisée, on voit pas bien comment ça pourrait se formaliser, mais vous voyez que ce sont des étapes progressives qui ont fait changer aussi en matière de lutte contre le terrorisme les pratiques judiciaires. Je vais passer la parole à Nadine Bellureau. Merci très rapidement, mais merci beaucoup pour vos interventions. Comme vous parliez de, ça s'adresse aux deux, d'organisation criminelle, qu'il n'y a pas de définition et qu'il y a quelques textes internationaux en effet qui peuvent éventuellement se raccrocher. J'aimerais savoir ce qu'il en est, parce que la délinquance financière ne concerne pas, elle vient bien d'ailleurs, elle n'est pas seulement franco-française. Et qu'est-ce qu'il en est des échanges avec d'autres pays, éventuellement des outils que d'autres pays peuvent avoir mis en place, et comment on peut s'inspirer aussi de pratiques dans des pays étrangers pour lutter contre cette délinquance. Est-ce qu'il y a une grande coopération aussi entre les États ? Je suis désolé de capter le micro. En matière de coopération, là-dessus, il faut le dire, l'outil Eurojust est une espèce de modèle impeccable de ce qu'on sait faire aujourd'hui et de ce qu'on pensait, je pense, avant qu'Eurojust soit créé, de ce qu'on pensait être incapable de faire. Dans tout dossier où Eurojust intervient, il y a des bons résultats. C'est assez significatif et c'est presque incroyable. Tant on a parfois l'habitude de voir des organisations se greffer les unes sur les autres, parfois de manière pas très efficace. En matière de droit comparé sur les mécanismes de lutte contre la délinquance financière, j'ai pas d'exemple particulier qui me viennent.
J'aurais juste une précaution habituelle qui est celle du mythe du législateur étranger, à toujours penser que c'est mieux à l'étranger, pour peut-être être plus fin connaisseur en matière de criminalité organisée non financière. Il est constant que le dispositif français aujourd'hui est bien supérieur, bien plus efficace que beaucoup d'autres dispositifs étrangers. Évidemment, vu de chez nous, on a toujours un petit peu tendance à se dévaloriser, mais notamment en droit anglo-saxon, il y a une porosité, il y a une imperméabilité, entre les différents services judiciaires, qui confinent qui conduit à des situations absolument ubuesques, sans partage d'informations, sans partage de fichiers. Tous nos fichiers nationaux d'empreintes, de traces qui permettent des recoupements de juridiction à juridiction en France n'existent pas ou ont existé très tardivement aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Mais sur les modèles détaillés de lutte contre la délinquance financière, je ne pourrais pas vous donner vraiment de réponse, j'en suis désolé. En restreignant une fois de plus à la partie de cette question que je connais, qui ne sont ni la grande délinquance financière, ni le blanchiment, il me semble qu'il y a une différence dans les bonnes pratiques qui est frappante entre la France et d'autres pays dont j'ai connaissance. C'est l'ouverture à l'expérimentation et la pratique de l'expérimentation comme façon de préfigurer des politiques publiques et d'en évaluer l'efficacité, qui permet à la fois de se tromper, d'innover, de développer des solutions qui permettent de sortir du one size fits all duquel je vois des recoupements avec les propositions que vous faites sur la façon de prendre l'ensemble des pratiques délictueuses plutôt que de se concentrer sur certaines. Et donc cette pratique de l'expérimentation, elle est très répandue sous l'égide de différents types d'organismes rattachés aux autorités gouvernementales dans la plupart des pays européens. Et c'est un des sujets sur lequel la France a toujours été un peu hésitante et a toujours préférer des grandes lois plutôt que de petites expérimentations. Et ça m'amène à la deuxième différence sur laquelle je voulais mettre l'accent, qui me permet de rebondir un petit peu aussi sur ce que vous disiez, Madame la rapporteure. Je crois que j'ai très bien compris ce que vous entendiez par le grand soir de la fraude fiscale. Et bien sûr, je vous rejoins sur de la lutte contre la fraude fiscale, oui, pardon. Et je vous rejoins sur les éléments que vous avez évoqués, mais je crois que c'est aussi nécessaire d'insister sur le fait que la politique des petits pas peut avoir une très grande efficacité, et que je crois qu'il y a beaucoup de réserves d'efficacité dans la lutte contre la délinquance et la fraude, qui se logent dans une façon de revisiter les actions de l'État, à l'aune, bien sûr, de l'éclairage apporté par l'ensemble des sciences sociales, l'économie comportementale en particulier, et qui, là encore, est peu utilisé, à mon avis, en France. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de questions à vous poser. Merci pour vos exposés extrêmement clairs et précis. Et nous allons vous libérer donc pour continuer nos auditions. Merci beaucoup.